Ça ne vous aura pas échappé, le climat est un sujet primordial pour l'humanité. Dans un contexte de réchauffement climatique global, il est en effet essentiel de comprendre les mécanismes qui influent sur la dynamique climatique. Et pour cela, il est fondamental de s'intéresser au climat du passé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les appréhender directement. Bah oui, on ne peut pas remonter dans le temps. Mais heureusement, il reste des traces de ces climats passés. En effet, les roches, les pollens, les glaces et les sédiments sont autant d'indices qui nous permettent de les reconstituer. Et ce sont ces reconstitutions qui nous permettent de comprendre quelles sont les causes naturelles des variations climatiques, et qui vont nous permettre également de comparer ces variations aux variations actuelles, afin de mieux prendre la mesure de ce qui nous arrive. Alors, ces indices, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et comment on les exploite? Eh bien ça va dépendre de l'ancienneté des événements, car bien évidemment, plus les événements seront vieux, plus les indices seront minces. Du coup, au cours de cette vidéo, on va commencer par s'intéresser aux climats récents, qui se sont succédés au cours de ce qu'on appelle le Quaternaire, c'est-à-dire la toute dernière ère géologique, qui s'étend de 2,5 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et dans une première partie, on va donc se focaliser sur les indices qui nous permettent d'appréhender les variations climatiques au cours du Quaternaire. Ces indices sont de différentes natures et nous permettent d'accéder à des époques plus ou moins lointaines. On va donc commencer par s'intéresser aux indices les plus récents, qui sont aussi les plus faciles à étudier, avant de remonter de plus en plus loin dans le passé. Et on va commencer par toutes les traces visuelles, accessibles au sein de nos paysages, qui nous démontrent que le climat n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui, en témoignant de la présence d'une ancienne grande glaciation globale. Alors commençons déjà par les traces laissées par les glaciers. J'espère que tout le monde sait ce qu'est un glacier, mais bon, dans le doute, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. En fait, il s'agit d'une espèce de langue de glace qui s'écoule très lentement dans une vallée en direction de l'aval. Les glaciers, ça existe encore, donc on sait les impacts qu'ils ont sur les paysages et sur les roches, parce qu'un glacier, c'est très très lourd. Alors quand il s'écoule, il va raboter les roches qui se trouvent en dessous ou sur les côtés. En conséquence de ça, la présence de glaciers sera associée à plusieurs types de structures. Déjà, tous les fragments de roches qui ont été poussés par la langue de glace vont s'accumuler à l'avant et sur les côtés du glacier. Et ça, donc ça donne des accumulations de matériaux détritiques qui sont facilement identifiables et qu'on appelle des moraines. On distingue la moraine frontale, qui va s'accumuler à l'avant du glacier, et les moraines latérales, qui se déposent sur les côtés. Et bien sûr, même si le glacier fond et disparaît, ces moraines sont quand même conservées. Et c'est pour ça qu'elles constituent de bons indices sur la présence passée des glaciers. Mais ce ne sont pas les seules traces laissées par les glaciers. En rabotant les roches, la glace va aussi creuser des vallées dotées d'une forme particulière, qu'on appelle vallée en U, ou bien vallée en auge, qui se distingue bien des vallées creusées par les cours d'eau qui, elles, ont plutôt une forme en V. Ainsi, juste en identifiant les vallées en U, on peut retracer l'extension passée des glaciers dans un massif de montagne. Et enfin, le rabotement des roches par les glaciers sera responsable d'un polissage des roches en contact, avec également la présence de stries bien identifiables. Ainsi, la présence de roches polies et striées marque également la présence d'un glacier actuel ou ancien. Et on peut même savoir précisément jusqu'à quelle hauteur le glacier était présent. En effet, la limite entre les roches polies et les roches normales, qu'on qualifie de trimline, est clairement visible dans les paysages. Du coup, grâce à toutes ces traces, on peut savoir avec certitude que les glaciers étaient par le passé beaucoup plus étendus et développés qu'aujourd'hui. Par exemple, dans cette vallée-là, on voit bien que la trimline est beaucoup plus haute que la limite actuelle du glacier, ce qui démontre la présence passée de glaciers beaucoup plus imposants. Autre exemple, regardez ces vallées, aujourd'hui elles sont à bien trop basse altitude pour accueillir un glacier, mais leur forme en U atteste bien qu'il y a dû y en avoir un par le passé. En fait, grâce à l'étude des moraines et des trimlines, il y a des chercheurs qui se sont amusés à dessiner l'expansion maximale des glaciers au niveau des Alpes, ce qui donne ce genre de carte. Et là, on se rend compte qu'à une époque donnée, les glaciers ils allaient jusqu'à très bas dans les vallées, même carrément jusqu'à Lyon, ce qui, bien sûr, n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En bref, au vu de cette expansion, il semblerait que le climat actuel soit très doux en comparaison avec ce qu'on avait dans le passé. On avait donc, il n'y a pas si longtemps que ça, une période très froide que l'on qualifie de période glaciaire. Et des traces de cette période glaciaire, il y en a d'autres. Alors déjà, on a aujourd'hui des peintures rupestres qui ont été conservées et qui datent de cette époque-là. Et on voit bien que les animaux représentés sur ces peintures ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. On trouve en effet plutôt des dessins d'animaux vivant dans des environnements froids, de type toundra ou taïga.
Par exemple, dans la grotte Cosquer, qui se trouve dans les Calanques près de Marseille, on trouve des dessins d'aurochs, de bisons et de pingouins, ce qui n'est pas vraiment la faune que l'on trouve actuellement dans le sud de la France. Par ailleurs, cette grotte Cosquer, on constate que son entrée est aujourd'hui immergée à 50 mètres sous le niveau de la mer, ce qui témoigne d'un niveau marin à l'époque largement inférieur à celui que l'on a actuellement. Or, un niveau marin plus bas, ça signifie que davantage d'eau était sous forme de glace, ce qui est cohérent avec la présence d'une glaciation importante à cette époque. Et d'ailleurs, pour rester sur cette histoire de niveau marin, il faut savoir que lorsque la mer érode le trait de côte, ça laisse également des traces qui durent dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paléorivages. Et l'étude de ces paléorivages, elle a montré que l'ensemble des traits de côte datant de plus de 10 000 ans était 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui, ce qui confirme bien que le niveau marin était à l'époque bien en dessous de l'actuel, ce qui confirme bien la glaciation. Voilà pour toutes ces constatations visuelles qui démontrent bien la présence passée d'une période glaciaire, où la température était bien plus faible qu'actuellement. Mais il y a d'autres méthodes qui nous permettent d'en savoir plus sur la façon précise dont le climat a changé dans le passé. C'est le cas par exemple de la palynologie, qui est la science qui étudie la répartition des pollens des plantes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les grains de pollen sont des structures imputrescibles, donc extrêmement résistantes. En gros, un grain de pollen, dans de bonnes conditions, ça peut être conservé pendant plusieurs millénaires, jusqu'à plus de 15 000 ans. Et ces grains de pollen, ils se conservent particulièrement bien lorsqu'ils se déposent en même temps que des sédiments, au fond d'un lac, d'un étang ou d'une tourbière, par exemple. Ainsi, il suffit de réaliser des carottages dans ces sédiments pour pouvoir identifier des pollens qui se sont déposés au cours des précédents millénaires, sachant que, d'après le principe de superposition, plus les couches de sédiments seront profondes, plus elles seront âgées. Grâce à l'étude complète de ces carottages, réalisée par des spécialistes des pollens équipés de microscopes, on peut ainsi avoir la répartition précise des grains de pollen en fonction de la profondeur, donc en fonction du temps. Et cette répartition, on peut la présenter sous la forme de ce genre de diagramme, avec la profondeur sur un axe et la proportion des différents pollens sur l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme pollinique. Et grâce à des méthodes de radiochronologie sur le carbone 14, on peut dater les différentes couches de sédiments, ce qui nous permet d'avoir un calage temporel précis de ce diagramme pollinique. Or, nous savons que les plantes correspondant à ces grains de pollen n'ont pas toutes les mêmes exigences écologiques. Il y a des végétaux qui poussent bien quand il fait chaud, mais qui sont sensibles au froid, et au contraire, on a des végétaux qui sont très résistants aux basses températures, mais qui vont moins bien se développer dans des environnements chauds. Généralement, on suppose que les plantes herbacées, comme les graminées ou l'armoise, résistent davantage au froid, au contraire des espèces arborées, comme le chêne ou le hêtre. Ainsi, si on a une répartition en pollen où la majorité des espèces recensées sont des herbacées, on va plutôt supposer que le climat était froid, avec un environnement de type prairie boréale, comme une toundra. Au contraire, si les pollens montrent davantage d'arbres, cela signifie qu'on avait plutôt une forêt tempérée, donc avec des températures plus douces. Au regard de tous ces éléments, on peut en déduire pour ce diagramme qu'il y a eu un réchauffement aux alentours de 10 000 ans. Cette constatation rejoint donc nos précédentes conclusions sur la présence passée d'une période glaciaire plus froide, qui a dû, du coup, se terminer aux alentours de moins 10 000 ans. Et si on regarde d'autres diagrammes polliniques, dans d'autres régions, à chaque fois, on en arrive à la même conclusion, avec systématiquement un réchauffement aux alentours de moins 10 000 ans, ce qui nous démontre que ce réchauffement, il a dû être global, tout comme la période glaciaire qui l'a précédé. Voilà pour les pollens, mais il faut savoir que les glaces polaires nous permettent également de fournir de précieux renseignements sur les climats passés, grâce à l'étude des rapports isotopiques. Alors pour bien comprendre ça, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un isotope. Alors vous vous rappelez sans doute que les constituants élémentaires de la matière sont les atomes, et que chaque atome possède un noyau, formé de nucléons, autour duquel gravitent les électrons, donc ils sont chargés négativement. Et parmi les nucléons, on distingue les neutrons, qui comme leur nom l'indique sont neutres, et les protons, qui sont chargés positivement. Et ces atomes, ils présentent des caractéristiques chimiques diverses, qui sont définies principalement par leur nombre de protons, qu'on nomme numéro atomique, ou encore Z, et qui correspond aussi au nombre d'électrons. Et selon la valeur de ce nombre Z, on attribue un nom et un symbole à chaque atome. Donc, par exemple, si l'atome possède un seul proton, on l'appelle hydrogène, de symbole H. Si l'atome possède 2 protons, il s'agit d'hélium, de symbole He, etc. Dans le tableau périodique, vous pouvez ainsi trouver tous les symboles de tous les éléments chimiques, ainsi que le nombre de protons Z de chacun d'entre eux. Mais maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour un type d'atome donné, le nombre de neutrons peut varier, ce qui entraîne des changements dans le nombre total de nucléons.
Ce nombre total de nucléons, on le note grand A. Et lorsqu'on a deux atomes de même symbole, donc qui présentent un même nombre Z, mais qui ne présentent pas le même nombre de nucléons, pas le même nombre A, eh bien, ces deux atomes sont qualifiés d'isotopes. Par exemple, pour l'oxygène, qui sera l'élément qui nous intéressera dans ce cours, on distingue l'oxygène 16, qui présente 16 nucléons, dont 8 protons et 8 neutrons, de l'oxygène 18, qui présente quant à lui 18 nucléons, donc avec 2 neutrons de plus. Alors à savoir que 99,8% des atomes d'oxygène présents sur Terre sont de l'oxygène 16, qui est donc très majoritaire. Mais on a quand même un petit peu d'oxygène 18, à hauteur environ de 0,2%. Ces atomes d'oxygène, ils se retrouvent dans plein de molécules, mais la molécule qui va nous intéresser ici, c'est la molécule d'eau, qui possède un atome d'oxygène en son sein. Du coup, si vous avez bien suivi, cette molécule d'eau, dans la grande majorité des cas, elle contient un atome d'oxygène 16. Mais il y a en moyenne une molécule d'eau sur 500 qui présente un atome d'oxygène 18. Et la proportion d'eau 18 par rapport à l'eau 16, on sait la mesurer avec précision, grâce à des spectromètres de masse. On peut ainsi calculer ce qu'on appelle le rapport isotopique de l'eau, qui est la quantité d'eau 18 divisée par la quantité d'eau 16. Alors très souvent, ce rapport isotopique, que l'on mesure sur un échantillon, on va le comparer avec le rapport de l'eau de mer, donc le rapport de l'eau de mer actuel, qui est considéré comme le rapport de référence. Pour cela, on va réaliser le calcul suivant. On divise le rapport isotopique de notre échantillon par le rapport isotopique de l'eau de mer, puis on soustrait 1. Et enfin, on multiplie par 1000, histoire d'éviter d'avoir trop de décimales. En faisant ceci, on obtient ce qu'on appelle le delta isotopique de l'eau, qui s'exprime en pour 1000, et qu'on appelle également le delta O18, qui se note de cette façon-là. En gros, quand le delta O18 d'un échantillon est négatif, eh bien cela signifie qu'il y a une plus faible proportion d'O18 dans l'échantillon mesuré que dans l'eau de mer, et inversement. Généralement, les propriétés chimiques de deux isotopes sont très similaires, vu que ces propriétés dépendent plus du nombre de protons que du nombre de neutrons. Mais il y a un truc quand même qui varie entre deux isotopes, c'est la masse, qui dépend du nombre de nucléons, donc du nombre de neutrons. Ainsi, les atomes d'oxygène 18 seront plus lourds que les atomes d'oxygène 16. Et cette différence de masse, elle va être responsable de comportements différents des molécules d'eau. Alors les molécules d'eau, donc H2O, légères, donc qui présentent un oxygène 16, auront davantage tendance à s'évaporer que les molécules d'eau lourdes, qui présentent un oxygène 18. Et inversement, lorsque les molécules d'eau se condensent pour donner des précipitations, eh bien l'eau contenant de l'oxygène 16 aura davantage tendance à rester sous forme de vapeur, tandis que l'eau 18 partira plus facilement dans les précipitations. Alors du coup, à cause de ces différences de comportement des molécules d'eau, eh bien on va avoir un delta isotopique dans l'eau évaporée qui sera très négatif. Idem dans les nuages et les précipitations, alors même si c'est quand même un petit peu moins négatif dans les précipitations que dans la vapeur. Bon, alors maintenant qu'on connaît tout ça, vous allez me dire, quel est le fucking rapport avec le climat ? Eh bien en fait, il faut savoir que plus le climat est froid sur une zone donnée, plus la vapeur d'eau sera pauvre en O18, et plus elle aura tendance à entièrement retomber sous forme de précipitation. Donc, plus l'eau des précipitations sera pauvre en oxygène 18. On a ainsi, et c'est ça le plus important, une corrélation quasi parfaite entre la température moyenne dans la région et le delta O18 de l'eau dans les précipitations. En gros, ça signifie quoi concrètement ? Que plus la température est faible, plus le delta O18 sera négatif. Voilà, donc ça signifie que en gros, la mesure du delta O18 dans les précipitations, elle suffit à nous donner la température moyenne de la zone. Ok, mais alors du coup, pour accéder aux températures passées, il faut réussir à trouver des échantillons de précipitations qui sont tombés il y a longtemps. Et c'est justement pour ça qu'on s'intéresse aux calottes glaciaires. Parce que une calotte glaciaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une accumulation de neige, donc de précipitations, qui s'est progressivement transformée en glace. Ainsi, par le principe de superposition, plus une couche de glace sera profonde, plus elle sera ancienne. Pour connaître les climats passés, il suffit donc de réaliser un carottage dans ces glaces, puis de dater approximativement les différentes couches qui constituent ce carottage, et de faire des analyses isotopiques sur chacune de ces couches. Le delta O18 nous donnera ainsi la température moyenne qui régnait au moment où la glace s'est constituée. Et c'est ce qu'on a fait au niveau du Groenland, par exemple, où on a été capable de trouver des glaces âgées de plus de 200 000 ans.
On a ainsi pu réaliser un graphe exprimant le delta isotopique en fonction de la profondeur, donc de l'âge. Et voici ce qu'on a obtenu. On peut donc constater qu'il y a eu de nombreuses variations de température depuis 100 000 ans. Mais la plus importante variation, elle a lieu ici, il y a environ 10 000 ans, où on voit une augmentation soudaine du delta O18, ce qui doit correspondre à un réchauffement important. Et ces résultats, eh bien, ils sont parfaitement cohérents avec ce qu'on avait trouvé grâce à la palynologie, à savoir la présence d'une période glaciaire plus froide qui a pris fin il y a 10 millénaires. Mais, grâce à l'étude du delta O18 des glaces, on peut aller encore plus loin que ça. En effet, au niveau de la calotte glaciaire antarctique, qui elle est épaisse de plus de 4 km, eh bien on peut faire des carottages tellement profonds qu'on arrive à obtenir des glaces âgées de plus de 800 000 ans. Grâce à ces études, on peut donc avoir une idée assez précise des variations de température qui ont affecté la Terre depuis cette époque, qui sont résumées sur cette courbe. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la température a subi en fait des variations cycliques, avec une alternance de périodes glaciaires, entre lesquelles s'intercalent des périodes plus chaudes, plus courtes, qu'on qualifie d'interglaciaires. Et on voit que chaque cycle climatique, qui comporte une période glaciaire et une période interglaciaire, dure environ 100 000 ans. Voilà, donc comme on vient de le voir, l'étude des glaces permet d'accéder aux températures passées avec une résolution plutôt bonne. Mais ces techniques souffrent de deux principales limites. Alors déjà, on n'accède qu'aux températures polaires, et ensuite, ça ne permet pas d'appréhender les âges supérieurs aux millions d'années, tout simplement parce qu'il n'existe aucune glace qui a un âge aussi élevé que ça. Du coup, pour aller voir ce qui se passe pendant le reste du Quaternaire, on peut utiliser une dernière méthode qui va, elle, reposer sur l'étude des sédiments océaniques. Alors, vous savez normalement que les sédiments océaniques, ils se forment par dépôts progressifs de particules qui se trouvent dans la colonne d'eau et qui décantent tranquillement au fond. Eh bien, parmi ces particules, on trouve notamment de petites structures calcaires construites par de minuscules êtres vivants planctoniques qu'on appelle les foraminifères. Alors, ces petites structures calcaires, c'est ce qu'on appelle des testes, et l'étude de ces tests va nous permettre de nous renseigner sur les climats passés. En fait, ces tests de foraminifères, ils vont nous donner trois types d'informations. Premièrement, il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces de foraminifères qui ont chacune des caractéristiques écologiques qui leur sont propres. Concrètement, ça signifie qu'il y a certaines espèces qui vont davantage résister au froid, ou bien d'autres qui se développeront mieux dans des eaux chaudes. Ainsi, l'identification de ces différentes espèces dans des sédiments préalablement datés nous permet d'appréhender de façon approximative l'évolution des températures océaniques. Deuxièmement, on peut aussi regarder la proportion de ces foraminifères dans les sédiments. En fait, dans les sédiments océaniques, il n'y a pas que des tests de foraminifères. Il y a aussi des particules minérales qui se déposent, du genre des petites particules de quartz par exemple, ou des argiles. Eh bien, les scientifiques ont pu constater que plus les eaux étaient chaudes, plus la proportion de foraminifères par rapport aux particules minérales était importante. Et inversement. Alors du coup, l'estimation du pourcentage de foraminifères au sein d'un échantillon de sédiments nous permet de nous faire une idée sur la température de l'eau au moment du dépôt, donc du climat passé. Et enfin, troisièmement, on peut aussi étudier le delta O18 de ces foraminifères comme ce qu'on fait avec l'eau. En fait, ces petits tests calcaires, ils sont constitués de carbonate, de formule CaCO3, et dans chaque molécule de carbonate, on a donc 3 atomes d'oxygène qui peuvent être de l'eau 16 ou de l'eau 18. On peut donc calculer le rapport isotopique de ces foraminifères, comme on le faisait avec l'eau des glaces. Rapport isotopique qui peut nous donner par calcul un delta isotopique, donc le fameux delta O18. Et en fait, on s'est rendu compte que ce delta O18 des foraminifères, il était corrélé directement au delta O18 de l'eau de mer au moment de la constitution du test. Alors vous allez me dire quel rapport avec le climat ? En fait, le rapport isotopique des océans dépend lui-même directement du volume des calottes glaciaires, qui lui-même dépend de la température. Alors je m'explique, on avait déjà vu que le delta O18 des précipitations était négatif, mais au fur et à mesure que les nuages cheminent vers les pôles, ils deviennent de plus en plus pauvres en O18, donc présentent des delta O18 de plus en plus négatifs. Du coup, lorsque la neige elle tombe sur les calottes glaciaires, elle présente un delta O18 vraiment très négatif. Ainsi, l'eau stockée dans les calottes, sous forme de glace, présente elle aussi un très faible rapport isotopique. Et comme le rapport isotopique moyen global reste toujours le même, plus le volume des glaces augmente, plus ça sera compensé par une hausse du rapport isotopique dans les eaux océaniques qui restent. Donc si je récapitule ça, lorsqu'il fait froid, le volume des calottes glaciaires augmente, ce qui entraîne une hausse du delta O18 dans les océans, donc une hausse du delta O18 dans les tests de foraminifères, et au contraire, quand il fait chaud,
l'eau des calottes très pauvre en O18 va dans les océans, ce qui contribue à diminuer le delta O18 de l'eau de mer, donc le delta O18 des foraminifères qui s'y forment. Ainsi, le delta O18 des foraminifères se retrouve inversement corrélé à la température globale. En gros, plus il fera froid sur Terre, plus le delta O18 des foraminifères augmentera, et inversement. Ainsi, les études isotopiques dans les foraminifères nous ont permis de confirmer les résultats obtenus par les autres méthodes, tout en vérifiant que les cycles glaciaires interglaciaires continuaient comme ça pendant quasiment tout le Quaternaire. Bon, et bien maintenant qu'on sait que les variations de température ont subi des variations cycliques, avec des alternances de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires, il nous reste à comprendre quelles sont les causes de ces alternances. Et ces causes, comme nous allons le voir, elles sont en fait d'origine astronomique. Alors comme vous le savez, la Terre elle tourne autour du Soleil, avec une certaine trajectoire en forme d'ellipse. Et elle tourne aussi sur elle-même, selon un axe incliné par rapport au plan de l'écliptique. Eh bien l'idée, c'est que ces paramètres aient pu varier au cours du temps, et que ces variations aient pu avoir des conséquences sur le climat. Cette théorie-là, qu'on appelle théorie astronomique du climat, elle ne date pas d'hier, puisqu'elle avait déjà été soumise dès le XIXe siècle par certains scientifiques. Mais il a fallu attendre les travaux d'un mathématicien serbe, Milutin Milanković, entre 1920 et 1941, pour que cette théorie soit enfin admise par la communauté scientifique. En fait, Milanković, il s'est amusé à calculer l'impact de 3 paramètres orbitaux sur l'ensoleillement dans l'hémisphère nord. Et il en a déduit que ces paramètres pouvaient de fait influencer la répartition des températures, donc le climat. Ces 3 paramètres orbitaux, qu'on appelle maintenant paramètres de Milanković, sont les suivants. Alors, premier paramètre, l'excentricité de l'orbite terrestre. Comme vous le savez, la Terre, elle tourne autour du Soleil en dessinant une ellipse, c'est-à-dire en gros un espèce de cercle aplati. Et cette ellipse, eh bien, elle peut être plus ou moins allongée. C'est ça qu'on appelle l'excentricité orbitale. Parfois, l'orbite, elle va être très aplatie. On dit alors que l'excentricité est importante. Alors qu'à d'autres moments, l'ellipse prend quasiment la forme d'un cercle, lorsque l'excentricité est faible. Et cette excentricité orbitale, elle varie de façon périodique, avec des cycles d'environ 100 000 ans. Deuxième paramètre, l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même selon un axe qui passe par 2 pôles. Et cet axe, il est incliné par rapport à ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, qui est le plan sur lequel les planètes gravitent autour du Soleil. L'inclinaison de l'axe par rapport à la perpendiculaire du plan de l'écliptique, qu'on appelle obliquité, est aujourd'hui proche de 23 degrés. Mais par le passé, il est arrivé que l'axe soit plus incliné ou moins incliné, selon l'époque. En l'occurrence, on sait maintenant que les variations de cette obliquité étaient également cycliques, avec une période de 41 000 ans. Troisième et dernier paramètre, la précession des équinoxes. Alors celui-là, il est un peu plus dur à expliquer. Alors pour bien comprendre ça, il faut déjà savoir comment fonctionnent les saisons. En gros, celle-ci résulte de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Lorsque l'axe est comme ça, alors c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Et quand il est comme ceci, c'est l'inverse. Autre truc à savoir, c'est que la Terre est plus ou moins éloignée du Soleil suivant où elle se trouve sur l'ellipse. Actuellement, l'été dans l'hémisphère nord tombe au moment où la Terre est la plus éloignée du Soleil, ce qui rend dans l'hémisphère nord les étés un peu plus frais et les hivers un peu plus doux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. L'orientation de l'axe de rotation peut en fait varier dans le temps, et c'est ça qu'on appelle la précession des équinoxes. Et cette variation, elle a ainsi pu entraîner des variations dans la répartition de l'énergie solaire dans l'hémisphère nord, et donc des modifications climatiques. Cette précession des équinoxes, elle suit également une certaine cyclicité, ou plutôt 2 cyclicités imbriquées l'une dans l'autre, de périodes respectives de 19 000 ans et de 21 000 ans. À la fin des travaux de Milanković, en 1941, il fut admis que ces 3 paramètres orbitaux devaient jouer un rôle significatif sur le climat. Mais la théorie astronomique du climat ne fut véritablement validée que bien des années plus tard, au cours de la deuxième partie du XXe siècle, lorsque les climatologues ont commencé à s'intéresser aux deltas isotopiques des glaces. En effet, des mathématiciens ont pu décomposer les variations de delta O18 obtenues en 4 signaux cycliques de périodes respectives 100 000 ans, 41 000 ans, 21 000 ans et 19 000 ans. Et si vous avez bien suivi ce que j'ai raconté tout à l'heure, vous constaterez qu'il s'agit des mêmes cyclicités que celles des 3 paramètres de Milanković. On a notamment le cycle de 100 000 ans, celui qui, rappelez-vous, était responsable des alternances entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires, qui correspond
parfaitement aux variations d'excentricité de l'orbite terrestre. Voilà donc comment on sait aujourd'hui que les paramètres orbitaux ont dû être le moteur des variations climatiques au cours du Quaternaire. Seul petit problème, la variation de ces paramètres orbitaux, comme l'a calculé Milankovitch, permet d'expliquer la présence de variations d'ensoleillement dans l'hémisphère nord, mais ne permet pas d'expliquer toute seule pourquoi on a des variations globales du climat. En effet, quel que soit le paramètre orbital considéré, la quantité d'énergie moyenne reçue par l'ensemble de la Terre au cours de l'année reste la même. Alors de premier abord, on a du mal à comprendre comment ces paramètres peuvent jouer à ce point-là sur les températures globales. En fait, l'explication, c'est que les variations de répartition de l'ensoleillement qui sont engendrées par l'évolution de ces paramètres orbitaux, eh bien, elles vont être amplifiées par deux processus, que je vais maintenant expliquer. Le premier processus amplificateur, c'est l'albédo. Alors l'albédo, si vous avez bien suivi en enseignement scientifique, c'est le rapport entre l'énergie solaire réfléchie par une surface et l'énergie solaire reçue par la même surface. En gros, plus l'albédo se rapproche de 1, plus ça signifie que la surface réfléchit beaucoup la lumière. Et au contraire, plus l'albédo est faible, plus cela signifie que la surface absorbe beaucoup d'énergie. En gros, plus la surface est claire, plus son albédo est fort, et donc plus elle a tendance à réfléchir l'énergie, ce qui fait qu'elle reste froide. Et au contraire, une surface plus foncée aura tendance à davantage absorber d'énergie, ce qui entraînera son réchauffement. Les surfaces terrestres, elles ont un albédo variable. Mais les surfaces qui réfléchissent le plus la lumière, ce sont bien sûr les glaces, vu qu'elles sont blanches. Au niveau de l'Antarctique, le sol est toujours entièrement recouvert de glace, donc ça ne varie pas tellement. Mais dans l'hémisphère nord, on a plein de continents, dont le recouvrement par les glaces est très variable selon la quantité d'ensoleillement reçu, surtout en été. En gros, lorsque les paramètres orbitaux favorisent un faible ensoleillement en été dans l'hémisphère nord, ça aura pour conséquence une plus forte extension des glaces, donc une augmentation de l'albédo global. Et cette augmentation de l'albédo entraîne alors la réflexion d'une plus forte part de l'énergie solaire reçue, ce qui contribue naturellement à diminuer les températures globales, donc à refroidir le climat. Et ce phénomène s'auto-amplifie, car plus le climat se refroidit, plus les glaces seront étendues, donc plus l'albédo sera faible, etc. C'est ce qu'on appelle une boucle d'amplification, ou encore une rétroaction positive. Et il y a également un deuxième processus amplificateur, qui est, lui, lié à la solubilité du CO2. En fait, en étudiant les carottages de glace au niveau des pôles, les scientifiques n'ont pas étudié que le delta 18, se sont aussi rendus compte qu'il y avait de minuscules petites bulles au sein de ces glaces, bulles qui ont dû être emprisonnées au moment de la formation de la glace. Et donc, en analysant l'air piégé dans ces bulles, on peut donc être renseigné sur la composition de l'atmosphère au moment de la formation de la glace. On peut donc avoir accès à l'évolution du taux de CO2 en fonction du temps. Et cette évolution, la voici. Et si on compare cette évolution avec l'évolution des températures, on se rend très vite compte qu'il y a une grosse similitude quand même. Or, comme nous l'avons vu, ce sont les paramètres orbitaux qui sont responsables de ces modifications de température. Du coup, on a du mal à voir pourquoi le CO2 augmente dès qu'il fait plus chaud. La raison de cela, c'est que la solubilité du CO2 peut varier. Le CO2, il est dans l'atmosphère, mais il y en a aussi de grosses quantités dans les océans, sous forme dissoute. Et la quantité de CO2 qui peut être présente à l'état dissous dans l'eau dépend directement de la température de cette eau. Pour démontrer ceci, on peut faire une expérience très simple. On chauffe progressivement de l'eau tout en mesurant la concentration de CO2 à l'aide d'une sonde, et on voit bien que plus l'eau est chaude, moins il y a de CO2 dissous. Concrètement, ça signifie que quand l'eau chauffe, le CO2 aura tendance à dégazer dans l'air, et du coup, à l'échelle de la planète, imaginons qu'on ait une hausse des températures à cause de l'influence des paramètres orbitaux, eh bien, cette augmentation de température entraînera une baisse de la solubilité du CO2, qui va dégazer des océans jusqu'à l'atmosphère. Et comme le CO2 est un gaz à effet de serre, tout ce CO2 dégazé va alors contribuer à réchauffer le climat global. Réchauffement qui lui-même pourra entraîner une baisse de solubilité et ainsi de suite. Voilà comment une petite modification de l'ensoleillement peut entraîner d'importantes variations de la température globale, variations qui peuvent aller jusqu'à 10 degrés d'écart et qui sont responsables de l'alternance entre période glaciaire et période interglaciaire. Voilà, alors pour résumer tout ça, nous avons vu qu'il existait plusieurs indices qui nous renseignaient sur les climats passés. Alors déjà, on sait que dans un passé pas si lointain, il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, on parle de période glaciaire, et on sait cela notamment grâce aux traces qui ont été laissées par les glaciers, qui étaient donc beaucoup plus étendus qu'aujourd'hui.
L'étude des paléorivages, qui nous permet également de dire que le niveau marin était à l'époque beaucoup plus bas qu'actuellement, ce qui est cohérent avec la présence d'une période glaciaire, et cette période, elle a également été décrite par les hommes préhistoriques au travers de leur art pariétal. Pour aller plus loin en arrière, on peut également étudier les grains de pollen, dont la grande résistance leur permet de nous renseigner sur les peuplements végétaux passés au cours des derniers millénaires. Ces études ont confirmé la présence d'une période froide et ont permis de la dater à au-delà des 10 000 ans. Pour étudier les climats encore plus anciens, nous avons vu que nous pouvons utiliser les glaces polaires, dont le delta O18 permet de nous renseigner sur les évolutions climatiques jusqu'à plus de 800 000 ans en arrière. Au regard de ces informations, nous savons aujourd'hui que le climat du Quaternaire a varié de façon cyclique, avec une alternance de périodes glaciaires, entre lesquelles s'intercalent des périodes interglaciaires plus chaudes. Cette cyclicité, nous savons aujourd'hui qu'elle est due aux variations de certains paramètres orbitaux, eux-mêmes amplifiés par des boucles de rétroaction impliquant le CO2 et des variations d'albédo. Mais attention, ces archives climatiques glaciaires ne permettent pas d'appréhender les climats au-delà du Quaternaire. Ainsi, pour étudier les climats plus anciens, il est nécessaire de faire appel à d'autres indices qui ont été conservés dans les roches pendant des millions d'années. Alors si vous voulez en savoir plus sur la façon dont on étudie ces climats anciens, je vous invite donc à regarder ma prochaine vidéo. Alors je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.